un projet qu'ils ont développé, donc un escape game en réalité virtuelle avec une dimension en fait collaborative et participative. Donc a priori vous êtes en Uno plutôt qu'en duo, c'est ça? Donc Claude va arriver sans doute en cours de présentation. Ok, bah je Voilà, vous propose c'est le direct. d'initier et C'est puis comme ça. on aura peut-être Ok, la joie d'avoir le duo, mais sinon ça sera en Uno ou en ça solo plutôt. marche. Ok. Alors moi je vais vous présenter, donc je représente l'agence Mediaphone, je suis Olivier Touot. Je vais vous présenter deux projets qui sont reliés, donc à la fois un projet d'escape game VR et IRL. IRL c'est in real life, hein, c'est la partie réelle de jeu de l'escape game. Et puis des ateliers collaboratifs qui ont été, qui sont issus en fait de cet escape game. Alors, la manette, et là, c'est celui-là. Ah, là, c'est bon. Il est là-bas le truc. Merci. Euh, pour cet escape game, on a bénéficié en fait d'un soutien FEDER, donc une subvention européenne. L'axe de ce soutien était de favoriser le développement des pratiques et cultures numériques. Je vous fais signe qu'il y a une faute d'orthographe à culture, je l'ai vu, désolé, j'ai fini hier soir. On est, nous, basés dans le pays de Brocéliande, donc en Ille-et-Vilaine. Et donc, il y avait deux actions qui étaient l'une de créer de l'innovation autour du monde réel et du monde virtuel. Donc, vous voyez, j'ai marqué réalité mixte, hybride ou asymétrique. Ce sont voilà, des éléments de langage de nos métiers, mais je vais vous expliquer tout à l'heure à quoi ça correspond. Et puis, on devait aussi travailler sur l'inclusion territoriale et la médiation numérique en organisant des ateliers collaboratifs. L'atelier collaboratif en lui-même, c'était de se dire, il y a des associations du patrimoine sur le territoire, voilà Claude qui arrive, on va leur proposer de participer à la modélisation de leur équipement ou de l'équipement culturel ou patrimonial dont ils s'occupent, et ensuite on va intégrer cet élément dans la scénarisation de notre jeu d'escape game. Donc on était vraiment dans l'inclusion territoriale. Euh, Ces ateliers-là, c'était vraiment de dire on va vous apprendre à modéliser un petit peu en 3D et surtout vous allez faire ce travail de recherche et de documentation qui est quasiment impossible à faire pour nous, pour des équipements. Voilà, ça demanderait vraiment trop de temps et là c'était vraiment, il y avait un double jeu qui fonctionnait pas mal. Quoi. Voilà. Alors là, il manque une image, mais c'est pas grave. Donc là, Claude vient d'arriver. Voilà. Toujours vraiment sur le fil. Voilà. Tiens, ton micro. Voilà. Merci bien. Donc je vais laisser Claude juste présenter ce que tu as vécu toi dans les ateliers collaboratifs. Et je vais passer un petit film pendant que Claude s'exprime. Voilà. Très bien, bonjour à toutes et à tous. Pardonnez ce retard. Donc, cette histoire, nous étions 5 personnes à travailler avec, je dirais, de 22 ans à 75 ans sur ces nouvelles technologies et dans le cadre de l'atelier, Studiophone. Voilà. Et nous avions comme support un ancien camp d'aviation un peu abandonné, je dirais, et enfoui et avec des vestiges. Et qui a une histoire extrêmement riche qui remonte au début du siècle précédent. Et nous cherchions à valoriser cet espace à la fois d'histoire et de biodiversité. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes associés et nous avons trouvé le Studiophone. Alors nous avons travaillé de la manière suivante. Nous avions des éléments de l'histoire dans nos têtes et on a fait travailler un universitaire qui nous a fait un master sur le sujet avec une documentation irréprochable. Ceci nous a servi de support et donc nous avons travaillé à la confection de ce hangar voilà, qui abritait autrefois des avions et qui remonte à 1925. Alors le gros atout de cette opération, c'est que ça permet de faire revivre cette histoire, de permettre un transfert vers les jeunes générations, de faire mieux connaître notre patrimoine avec un mode de développement qui est
beaucoup moins onéreux que de reconstituer tous les éléments, les hangars et les vestiges, et puis de refaire vivre l'histoire du XXe siècle, je dirais, au XXIe siècle, et en même temps d'associer des générations et surtout des jeunes qui se sont impliqués sur le dossier et qui vont se perfectionner au métier du numérique de manière applicative. Et puis c'est aussi l'occasion de passer le relais à d'autres générations. Enfin, c'est de contribuer à la fois au développement touristique et culturel de ce territoire, qui est un peu éloigné des grands espaces, et c'est l'occasion, je dirais, de porter un musée rural à portée de main ou à portée d'ordinateur ou à portée de smartphone. Très bien. Moi, je vais continuer en vous présentant le volet de l'escape game en lui-même. Alors, il y a un petit son. Alors, je vais parler en même temps que Ferdinand Forteglu, qui est le personnage principal. Vous voyez ici, la personne, elle a un petit bouton, elle est à la fois dans le monde virtuel, dans la pièce virtuelle, mais elle peut taper sur un bouton, elle a le retour haptique. Et elle va jouer avec une autre personne qui est dans une autre pièce, où là, il y a un escape game tout à fait classique. Et les deux groupes vont collaborer entre eux par l'audio et vont avoir à résoudre chacun une partie de l'énigme. Donc c'est pour ça qu'on parle de jeu qui est hybride. On a travaillé aussi beaucoup sur les retours haptiques. Donc on a travaillé sur des capteurs qui permettent d'avoir la sensation de toucher les objets, un volant, une manette, un truc comme ça. Vous avez vu passer tout à l'heure un décor de régie. On a aussi une régie 3D dans laquelle on fait du son complètement immersif, puisque on a une société qui travaille dans le domaine du mixage de la musique à l'image, dans le cinéma. Ce jeu, quand on parle d'hybride, de mixte ou d'asymétrique, c'est la subtilité qui veut dire qu'à chaque fois, nous, on s'est posé la question de ne pas laisser les gens uniquement dans le monde virtuel, mais de leur permettre de revenir. Ce serait un petit peu de se dire, allez dans le virtuel pour essayer d'en sortir. Voilà. Donc on n'est pas du tout en train de leurrer le cerveau des gens, ils ont toujours un contact avec la réalité, soit par l'audio, soit par les choses qui touchent. Ce qui permet vraiment à des gens d'aller très très facilement dans l'univers du monde virtuel sans forcément se sentir gamer, par exemple. Là, vous avez quelques décors qu'on a réalisés. Ici, c'est un des décors du jeu aussi, avec la déesse Sekhmet. Voilà une déesse égyptienne. Donc voilà. Je vais poursuivre juste après. Donc voilà. Et ce qui est important de se dire, c'est que de ce jeu, de cet escape game, on a réussi à extraire des petites expériences immersives. Et donc on a travaillé sur une formule où 2 joueurs, dans une gare par exemple, dans la gare que vous avez vue tout à l'heure, dans une vraie gare, une gare touristique, 2 joueurs, l'un a le casque en réalité virtuelle et l'autre a une tablette. Donc on a développé une interface qui permet au deuxième joueur qui n'a pas de casque de jouer avec celui qui a un casque. Ça rend l'expérience complètement autonome et ça permet par exemple à un site de pouvoir lancer facilement l'animation grâce à des fonctions de pilotage entièrement du casque. Voilà. Et donc là, on dit aux gens, vous prenez le casque, vous prenez la tablette et tout ça fonctionne. Donc ça va être l'objet aussi du travail qu'on va poursuivre avec Claude, de dire que sur le site du Point Clos, ils vont pouvoir avoir un casque, une tablette et être complètement autonome pour montrer une expérience immersive. Donc Claude peut parler du projet de l'animation sur le site avec la tablette et l'expérience touristique. Oui, alors, l'autre que nous avons, ça s'inscrit dans le cadre de Brocéliande, qui est ça marche, une destination d'intérieur qui marche pas mal. Et l'objectif, effectivement, c'est pouvoir porter à connaissance sur les lieux ce support et de développer des jeux ou des interactivités relatifs à cette histoire qui porte. Donc, il y a des éléments de l'histoire, il y a aussi des éléments relatifs à la biodiversité et puis à tout l'environnement de Brocéliande. Donc l'idée, c'est de pouvoir proposer aux touristes de faire une visite sur le site, un arboretum. Bien sûr, il n'y a plus d'hangar, il n'y a plus rien. Ils vont aller sur des endroits qui sont des sortes d'esplanades. Les gens vont mettre le casque, accompagnés par le deuxième joueur. Ils vont s'avancer et là, ils vont être directement immergés dans le hangar tel qu'il était à l'époque.
Voilà. Ensuite, ils ressortent, ils enlèvent le casque, ils changent de point d'intérêt sur le site. Là, de nouveau, ils peuvent remettre le casque. Donc, la tablette accompagne cette visite et ils ont un complément en visite virtuelle pour reconsolider un petit peu tout ce qui a disparu. Donc, voilà. Donc, on évite de se dire, quand on fait les visites, les visites classiques, qu'il faut absolument avoir le téléphone, mais on ne voit rien. Là, ça permet de compléter l'expérience d'une manière assez simple, quoi. Voilà. 10 minutes. Parfait. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions éventuellement à poser à nos intervenants? Auquel cas, je vais commencer peut-être par en... Oui. Vous en avez une, c'est ça? Non? Ok. Bon, alors je vous en prie, et puis après je poserai les miennes. Ok, bon, donc vous les retrouverez sur le stand. Vous êtes au stand Euh, H07. H07, le C'est stand. ça. Alors, peut-être une première question, c'est sur la conception, comment vous avez travaillé, sur quelle durée, sous forme d'atelier ou sous forme d'un autre format, et comment aussi vous avez impliqué des jeunes publics, et enfin, comment vous avez travaillé sur les enjeux scénographiques. Alors, le travail a commencé il y a à peu près 2 ans. Voilà, donc l'escape game qu'on va construire, qui va être livré au mois de mai, va être installé en Bretagne et sera proposé par la suite à des sites qui vont l'acheter ou le louer clé en main. Euh, on a travaillé quasiment en interne sur la globalité de l'ensemble des développements qui vont de la modélisation 3D. On a nous une équipe qui travaille dans le domaine du web, dans le développement pur sur Unity. Unity, c'est un logiciel qui sert à faire de la 3D, de faire du design. Et puis, on a on a initié ces ateliers collaboratifs, donc en particulier avec Claude, qui a été le premier à demander à participer à ces ateliers. Donc ça correspond après au départ une vingtaine d'interventions d'1 heure et demie à 2 heures. Et nous, après, on complète ce que l'association ne sait pas faire et on arrive assez vite à avoir un résultat utile, en tout cas pour l'association. On a aussi travaillé avec un lycée. Donc là, on est intervenu dans les classes de seconde, en SND, pour travailler sur la modélisation 2D, puis 3D. Et c'est des gens après qui sont éventuellement disponibles pour s'incruster dans d'autres associations au niveau du patrimoine et travailler sur la pyramide des âges, en tout cas des associations du patrimoine. Et enfin, la dernière question, c'était... Donc, et à cela, donc, mobilisation d'un lycée, association, et puis Ouais. il y avait aussi cet universitaire qui a travaillé sur la. Voilà, sur donc ça différents contenus. voilà, c'est important d'avoir une approche documentaire, mais on se rend compte que les associations ont un patrimoine, ont un corpus de connaissances assez important, mais ils ont quand même du mal à le valoriser, ou en tout cas à le mettre en évidence. Et donc c'est vrai que la VR, ça permet assez vite d'avoir quelque chose d'assez ludique, et c'est assez facile à construire. Donc là, on voit qu'il y a pas mal de ressources à exploiter, quoi. Voilà. Et ma dernière question, c'était par rapport au jeune public. Alors, jeune public, on a travaillé avec les lycées. Et puis, alors, je dirais jeune public, mais je dirais aussi les jeunes. Nous, on est dans un milieu rural et les jeunes ont cette problématique quand ils vont quitter le lycée ou le collège. Ils vont aller dans des écoles spécialisées dans le numérique dans les grandes villes. Ils vont devoir trouver en alternance un logement au niveau de l'école, un logement au niveau de l'entreprise et revenir chez leurs parents. C'est la triple peine. Et je pense que nous, en fait, on commence à accueillir des jeunes du territoire et on a énormément d'alternants qui sont en milieu rural, qui viennent chez nous en stage. On accueille majoritairement 2-3 personnes en moyenne, de manière régulière, quoi. Voilà. Oui. Alors Claude qui a un parcours politique de maire, voilà. Oui, effectivement, mais ce qui est dans cette mission, ce qui est intéressant de voir, à destination de public jeune, on a un peu réinventé, je dirais, l'ingénierie numérique à la campagne, comme le concept avait été vendu autrefois des usines à la campagne. Et premier axe, effectivement, nos milieux ruraux sont riches d'un patrimoine et d'une histoire fantastique qui est dans la tête des gens, c'est-à-dire ces bibliothèques qui disparaissent au fur et à mesure. Donc c'est l'occasion de récupérer et d'associer et de mobiliser le public jeune aussi à ces événements et de faire revivre le contexte de 1925, de 1930 au travers du jeu. Et en plus, de donner une dimension parfois internationale, parce que le hasard a voulu que dans cette zone où nous étions, il y a eu une occupation allemande d'une part et une occupation américaine d'autre part. Et ça nous a permis
connexion, je dirais, un peu à l'international sur ces sujets. Voilà. Et puis l'autre élément qui est important aussi, c'est qu'en termes d'emploi, ça permet à ces jeunes ruraux de découvrir que bon, le numérique, c'est un élément, je dirais, d'avenir et pour N présentations. Et c'est vraiment un élément aussi de valorisation de ce patrimoine enfoui et parfois et souvent occulté. Voilà. Et de rendre aussi, avec un coût de confection beaucoup plus raisonnable que de restaurer des bâtiments. Voilà. Et voilà toute une série d'événements intéressants. Alors justement, en parlant de notion de coût, donc vous avez eu des financements de la part du programme FEDER. Est-ce que vous avez des éléments budgétaires éventuellement à communiquer sur le projet? Oui, alors, on peut dire que si jamais on partait, nous, sur une expérience immersive telle que celle-là, il faudrait compter un budget entre, on va dire, 10 et 12 000 euros hors taxe. On va dire que la plupart des associations n'ont pas ce budget-là. Nous, pour ce projet lié au FEDER, on a pris en charge euh, 50% du coût global, qui est évalué à peu près à 5 ou 6 000 euros. Donc c'est 2 fois moins cher que si on le faisait nous-mêmes, parce que l'association a surtout ce travail de mesure, de recherche documentaire, et donc là c'est beaucoup plus intéressant. Et la mairie de Gaël, voilà, dans lequel est l'association, a financé la moitié de ce budget. Donc en fait, la mairie de Gaël, ça lui coûte un quart du budget total. Et nous, en fait, on met 50% du temps sur ces 6 000 euros, je ne sais pas si je suis clair, puisqu'on a obtenu une subvention. On peut dire que globalement, sans subvention, on est autour de 5 à 6 000 euros pour faire ce genre d'animation. Alors, sans compter le coût de la location du casque et de la tablette pendant une saison. Voilà. Mais en tout cas, au niveau de la rentabilité, tu veux dire. Et sans inclure les bénévoles, parce que j'ai mesuré à peu près, Ah. ça fait deux mois à peu près en Voilà. termes de jours. Hein. Voilà. Sur une base de 20 jours, vous compterez 40 jours, 41 jours. Voilà. Et Sur totalement l'application, de bénévoles, voilà. voilà. Ok, donc c'est très clair, merci. Et donc aussi, ce qui nous permet d'aborder peut-être l'exploitation, Voilà. comment est exploité en fait le projet. Donc on a la location d'un casque et d'une tablette. Donc comment ça s'intègre dans un lieu et quelle médiation est envisagée autour de ça? Qu'est-ce qu'il faut mobiliser comme ressources en fait finalement pour animer ce projet? Bon. Alors, en fait, le principe de l'animation, c'est qu'à partir du moment où on se rapproche d'un office de tourisme, comme c'est le cas chez nous, de Saint-Marin-Montauban ou de Paimpont, dans le pays de Brocéliande, c'est d'inscrire en fait cette activité dans la billetterie de l'office de tourisme. Ensuite, les membres bénévoles de l'association organisent un planning. Nous, on propose en fait un système de réservation sur le web qui permet de réserver des créneaux. L'office de tourisme vend la prestation. Les membres bénévoles se mettent à disposition, organisent une visite d'1 heure par petit groupe. Et là, selon le tarif, on est sur des visites qui sont entre 7 et 10 euros par personne pour 1 heure de visite avec un casque ou 2 casques VR et une tablette. Donc pour des groupes de, on va dire en moyenne, 6 à 8 personnes qui peuvent réserver, une famille et puis voilà, quelques individus, je pense qu'on arrive à quelque chose qui est rentable sur 2 ans. En tout cas, ça permet surtout à l'association de se mobiliser. Voilà. Et le projet, en fait, pour l'instant, tel qu'on l'a initié, va aussi être plus ambitieux puisqu'on va faire d'autres spots sur le site. Oui, et vous évoquiez tout à l'heure aussi le fait de pouvoir proposer clé en main cet escape game à d'autres sites. Ouais. Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots peut-être sur la stratégie de diffusion que vous envisagez? Oui, alors voilà, effectivement, de créer un escape game comme celui-là, comment, original et premier, ce sont des budgets quand même très très conséquents. On va dire que c'est, voilà, pour vous donner une idée, on est autour de 350 à 400 000 euros, voilà, tout compris. Mais nous, dedans, on a mis énormément d'innovations technologiques parce qu'on a créé des choses qui vont être après reproduites dans d'autres jeux. Mais nous, le jeu ensuite, une fois qu'il est créé, on peut le réinstaller d'une manière modulaire. On a des panneaux, voilà, qui se déploient dans d'autres sites. Et là, on est dans le coût normal d'un escape game classique qu'on va acheter. On va dire un coût d'un escape game, pour donner une indication, ça coûte entre 50 et 90, 100 000 euros. Voilà. Donc nous, pour ce prix-là, on est capable d'avoir un escape game beaucoup plus dense, avec des expériences immersives dérivées qu'on peut extraire de ce jeu-là. Sur un site qui veut lui acheter un jeu tout fait, en fait, un jeu sur catalogue, on va dire, quoi. Et dans ces 50 à 100 000 euros, il y a une partie adaptation
de certaines parties en réalité virtuelle qui sont liées à un site. Autant le décor en lui-même, physique, c'est compliqué de le modifier, mais nous, la réalité virtuelle, on peut, sur les mêmes intrigues, changer un décor et le rendre très très proche de l'environnement dans lequel on est. Voilà. Donc il y a une partie fixe et une partie selon les besoins qui est une adaptation à la thématique d'un lieu. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Donc, on peut vous Avec plaisir. retrouver au stand H07. Et puis donc, H07. H07, c'est ça. C'est ça. Très bien. Merci beaucoup Merci et beaucoup. très bonne journée.